C'était des étudiants qui revendiquaient déjà. Rappelez-vous, le 3 juin 1993, Tite Sédois est ministre de l'enseignement supérieur. Un événement se produit, parce qu'un premier événement s'était produit. C'est-à-dire que le gouvernement, parce que les étudiants de l'époque revendiquaient. Ceux-là que je vois là, qui vous disent qu'ils sont opposants là, je ne les vois dans aucun mouvement estudiantin. Ils revendiquaient déjà en 91. C'est là où on va brûler un étudiant, Bamoun, qu'on appelait Mbada. Je ne sais pas, je crois que... Je ne sais pas si c'est exactement le nom. Je vais... Soulé, voilà. Il s'appelait Soulé. On l'a brûlé dans sa chambre. En 93, les mouvements estudiantins reprennent le vent. Pourquoi? Parce que le régime Biya avait trouvé que Ahidjo donnait les bourses aux étudiants. Et tous les étudiants universitaires d'Afrique avaient la bourse. Biya, lui, subitement, il vient et dit, je vous coupe la bourse et c'est vous qui payez maintenant 50 000 francs CFA. C'est là où naît donc ce qu'on appelle le Parlement. Le Parlement des étudiants. Et c'est dans ce Parlement qu'il y avait donc, à l'époque, celui que vous voyez, qui est parti au niveau de l'ambassade du Cameroun. C'est-à-dire Wantou. Le général Wantou. À l'époque, à l'université de Yaoundé, on l'appelait Cohen Powell. Et il y avait les Schwarzkopf. C'était un étudiant qui s'appelait Kala. Donc c'est les gars qui menaient avec Senfo Tonkan, qui avait créé le Parlement, qui disaient au gouvernement, nous ne pouvons pas accepter cela. Et comme depuis que Paul Biya est arrivé au pouvoir, il n'a jamais voulu discuter avec son peuple, c'est comme ça qu'il va donc introduire les milices à l'université de Yaoundé. Et c'est ces milices qui vont tuer le 3 juin 1993 un autre étudiant dans sa chambre. C'était la chambre F3 au Québec, dans la cité Bavedière. Il sera brûlé, tout comme l'autre avait aussi déjà été brûlé. Et le même jour, le professeur Titus Edouard, qui dit aujourd'hui qu'il est opposant, que Biya a mis en prison, il était ministre de l'enseignement supérieur. C'est lui qui vient dire que ce sont ces étudiants qui eux contestent tout simplement, alors que c'est eux qui ont brûlé leurs camarades, alors qu'ils n'avaient rien à voir. Leurs camarades avaient été brûlés devant les gendarmes, donc par les gendarmes. Et c'est de là que Fauchivé se décide, avec le régime, de les cadenasser, de les asphyxier, de les étouffer. Donc le 3 juin, on prononce justement l'exclusion. Je crois que c'était 18 étudiants. Parce qu'en peu et pour tout, ils seront exclus 35. Bannis de l'université de Yaoundé. C'est là où il y avait, comme je vous ai dit, c'est là où tous ces mouvements que vous voyez dans la diaspora commencent. À l'université de Yaoundé. Et Fauchivé, qui était le délégué général de la Sûreté nationale, décide donc les exterminer. Froundi va encore jouer un jeu là en disant que bon, ils peuvent même venir en Tarikong dans mon village et tout, mais les étudiants vont comprendre que ce n'est pas, ils ne seront jamais en sécurité là-bas. Donc, lorsque les étudiants, que vous voyez, que vous appelez les sans-papiers, les analphabètes et consorts, lorsqu'ils se sentent donc en danger et qu'ils échappent à plusieurs assassinats, il y avait même une fille dedans, parce qu'elle s'appelait Fadimatou. Son petit nom c'était Winnie. Les étudiants décident donc de quitter le Cameroun. Ils vont quitter par le truchement d'un bienfaiteur camerounais et d'autres associations qui vont les faire passer par le Nigeria et d'autres directement par le Burkina Faso. En se déguisant soit en musulmans, soit en filles, c'est comme ça qu'ils vont réussir à fuir du Cameroun. Certains s'inscrivent à l'université au Burkina, d'autres sont allés aux États-Unis, tel que ce général Schwarzkopf
comme vous voyez là, comme les Wanto que vous voyez là, c'est comme ça qu'ils sont arrivés en Occident, en Europe et aux États-Unis. Maurice Kamto ne les connaissait pas. Je dis bien que c'était les affaires de 1993, quand on n'était pas dans le gouvernement. Ils sont arrivés ici, comme par exemple le CDD de Wanto. Mais ça existe depuis. Les autres ont créé. Et c'est comme ça qu'ils vont créer également au niveau des États-Unis la Candiac. La Candiac existait déjà depuis. Et Biya avait donc envoyé des agents infiltrés pour essayer de les abattre, de les éliminer, de les tuer physiquement. Maintenant, vous dites que c'est les sans-papiers qui ont été envoyés par Kamto. Je dis que c'est depuis 1993 ils sont partis du Cameroun. Et on vous raconte des balivernes. On vous dit que c'est des analphabètes de ceci et cela. Mais quand vous voyez le professeur Niamsi, le professeur Niamsi était à l'université à cette époque-là. Mais il a enseignant universitaire ici et puis il est professeur agrégé. La plupart, c'est des ingénieurs, de ceci et de cela. Quand vous les voyez aller prendre en otage l'ambassade, aller défiler dans les rues, vous dites que c'est les sans-papiers. Quels sans-papiers? Ils ont été escortés par l'ONU pour quitter soit le Nigeria, soit le Burkina Faso. Vous dites que c'est les sans-papiers. Qui est sans-papiers là? On vous raconte des choses, c'est des gars qui avaient déjà une ouverture d'esprit. Et là-dedans, ce n'était pas une affaire. Des Bamileke, des Bassa, puisqu'il y avait... c'était pas une affaire des Bamileke. Puisqu'il y avait un certain qui se faisait m'appeler aussi, alias Yobe. Il y avait même moi qui se faisait appeler alias Martin Paul Samba. Parce qu'en fait, eux, ils prenaient les idoles du Cameroun qu'on ne vous raconte jamais. Et ils se sont battus. Vous les appelez les sans-papiers. Donc voilà la réalité du Cameroun. Ils n'ont rien à voir avec Maurice Kamto. Mais ils revendiquent depuis de longues dates le multipartisme, la fin de la corruption, les élections transparentes et surtout l'élection avec 2 tours et aussi le départ de Paul Biya. Ils le revendiquent depuis. Comment aujourd'hui on peut venir dire que Maurice Kamto a organisé les saccades de l'ambassade du Cameroun à Paris, à Bruxelles, ou bien à Londres, aux États-Unis, mais alors que lui il était au Cameroun. Mais c'est des adultes, ce n'est pas ses enfants. C'est des gens qui se battent depuis. Et qui ont dit que Paul Biya ne doit pas mettre pied ici. C'est pour ça que vous avez constaté que Paul Biya ne parvient pas à venir parce que ces gars sont décidés. J'ai publié sur ma page Facebook une lettre de Paul Biya où il devait venir en Suisse. Il avait envoyé une autorisation, une demande d'autorisation. Mais sauf que la Confédération helvétique, la Confédération suisse, a refusé cela. Oui, la Confédération a refusé grâce aux pressions de la brigade anti-Sardina et aussi aux députés suisses, c'est Sylvain Terros. Souvenez-vous que c'est un député qui, en novembre 2018, a écrit une lettre, a saisi le Conseil d'État suisse pour leur dire que Paul Biya en Suisse devenait un danger pour le pays. Il a écrit ça. Il a envoyé cela. Les autorités ont reçu et ils ont tout étudié. Puisque dans la lettre, et d'ailleurs cette lettre a été répondue par le fou Jean de Diable Moumoula, où il disait que lui aussi peut parler, alors qu'il savait que c'est là-bas où Paul Biya va souvent se cacher. Dans la lettre, le député avait rappelé que Paul Biya avait fait 1645 jours à l'étranger. Et que chaque séjour, c'est-à-dire que par jour, Paul Biya dépensait 22 millions de francs CFA à l'hôtel intercontinental.
et que la facture que Paul Biya avait dépensée pendant les 1645 jours à l'étranger s'élevait à 65 milliards de francs CFA. Et que le peuple camerounais croupissait dans une misère indescriptible. Donc le député a tout souligné en disant également que la Suisse ne peut pas continuer à être le bercail ou le territoire de refuge d'un dictateur sanguinaire qui ruine son peuple et qui vient vivre aisément. Et au-delà de ça, il y a aussi eu des rapports qui montraient que si Paul Biya atterrissait en Suisse, c'était des centaines, voire des milliers de Camerounais qui allaient y débarquer. Voilà pourquoi Paul Biya n'a pas eu l'autorisation. Il devait être en Suisse dimanche. Ce n'est pas lui qui a renvoyé son voyage. Refusé, tout comme il a été refusé ici à Paris, quand il y avait le sommet de la paix. Ce n'est pas Paul Biya qui n'a pas voulu venir. Hein. On a refusé parce que les pressions qu'il y a eu auprès de Macron, auprès de Donald Trump, l'État français, avec la brigade Sardinard, ils se sont réunis, ils ont dit aux responsables de la brigade anti-Sardinard que bon, puisqu'il en est comme ça, la seule chose que nous allons faire, c'est que nous allons annuler l'invitation de Paul Biya. Paul Biya avait une invitation au sommet de la paix, mais il n'est pas venu. Sauf que là, actuellement, en Suisse, Paul Biya a eu le refus. C'est ce qu'il refuse de vous dire. Le document a été envoyé, le document a été étudié, classé sans suite. Maintenant, il faudrait qu'il saisisse les avocats pour qu'on puisse l'admettre ici. Parce que c'est là où il doit se soigner. Ou alors, peut-être il devrait aller au Maroc comme à Libongo. Parce que, tel que la brigade anti-Sardinard est organisée, ça ne sert à rien tout ce qu'ils sont en train de faire là. Aujourd'hui, ils ont créé ce qu'ils appellent la brigade des patriotes. Et aujourd'hui même, certains ont été reçus par le délégué général à la Sûreté nationale, Bargangele. Et c'est une délégation conduite par Kamer Amer. Parce que le gouvernement a toujours eu à créer, chaque fois que les Camerounais se mettent ensemble pour décrier la gestion chaotique, eh bien, aussi créer autre chose. Souvenez-vous, à l'université, quand il y avait le Parlement, le gouvernement avait créé l'autodéfense. Hein, et l'autodéfense avait les machettes, les couteaux, pour tuer les étudiants du Parlement. Là, maintenant, ils sont partis créer la brigade des patriotes, où ils donnent beaucoup d'argent et tout, et tout, et tout. Sauf que, ce monsieur qu'ils prennent, c'est un Bassa. On lui dit maintenant que les Bassas doivent s'unir avec les Bétis pour combattre les Bamileke et combattre tel et tel. De la réunion où ils étaient aujourd'hui, il est donc arrivé que ces gars doivent arriver comme des guerriers en France pour chercher à éliminer par tous les moyens la brigade anti-Sardinard. Donc l'argent des Camerounais, au lieu d'ouvrir des écoles, au lieu d'ouvrir de créer des hôpitaux, ils préfèrent financer une milice qui vient ici. Et ils mettent qui devant? On dit non, tu es vraiment courageux, ambassade. Et c'est là où je dis, mais les Camerounais, c'est incroyable. Qu'est-ce que Biya a fait au Bassa? Vous connaissez vraiment comment est-ce que Biya a fait en Bassa? Ce qu'il a fait? Moi, je n'en sais pas. C'est vrai qu'il a pris Kodok. Parce que Kodok était dans l'opposition. Ah oui. Parce que d'abord, Kodok dirigeait quoi là? Voilà, Kodok était directeur de Kamer. Après, quand on le débarque de Kamer en 1988, Kodok, subitement, découvre qu'il est déjà aussi devenu opposant. Donc, il part en 1991, il se fait élire secrétaire général de l'UPC, le Niakra. Et quand il est élu président de l'UPC, bam, il peut maintenant négocier avec Paul Biya. On le corrompt, il entre dans le gouvernement. Voilà. À part ça, regardez la catastrophe des ECA. Est-ce que Biya est même venu dire un mot de condoléance? Regardez.
des sociétés comme Cellucam qui ont été créées à Iseka vers les années 1957 ou à Lucam en 76 par Amadou Aïdjo. Qu'est-ce qu'il en a fait? Et rien. Ces sociétés sont tombées. On est venu, on nous a annoncé que il y a maintenant Ouédéa, quoi là, qui devait démarrer une grande société de machin qui devait créer 1000 emplois et que les bassins allaient être très contents. Et qu'est-ce que ça a donné? 3,5 milliards détournés en 2010. En 2014, c'était déjà terminé. Et voilà notre combat, ça qu'on est en train de prendre. Va batailler, va lutter dans tel ou tel endroit. Toujours opposer les Camerounais aux Camerounais. Voilà maintenant une brigade. Ils disent qu'ils viennent là contre la brigade anti-Sardinat. La brigade anti-Sardinat, c'est des gens, comme je vous le dis bien, c'est une multitude où vous allez trouver les intellectuels qui sont adhérés au combat. Je vous ai dit qu'ils ont commencé la plupart à l'université de Yaoundé. Ils sont allés au Nigeria, ils sont allés au Burkina. C'est pour ça que vous trouvez même d'autres gens qui peuvent être là. Ils ont fait des études et s'ils sont engagés, ils s'en fichent. Ils sont adhérés à la politique. Ce n'est pas des gars qui se sont levés comme ça pour... Non. C'est vrai que la brigade anti-Sardinat, aujourd'hui, réunit plusieurs mouvements politiques qui sont indépendants les uns des autres. Et la brigade anti-Sardinat, elle est même plus puissante que le balai citoyen qui a fait partir Compaoré. Donc, ceux qui sont en train de prendre de l'argent là au Cameroun, prenez bien, mangez. J'informe à ceux qui sont ici là, en France, que sachez qu'ils ont encore eu de l'argent, hein, mais ils ne viendront pas vous donner. Parce que d'ailleurs, j'ai commencé à voir comment vous avez déjà commencé à vous discuter les miettes là. Et ils n'ont pas, je vous dis bien, ils ont eu de l'argent. Et si vous voulez, je vous donnerai le montant. Parce qu'au moment où je commençais mon intervention, on ne m'avait pas encore donné le montant. Mais je vais vous le donner dans les prochaines interventions. Donc les voilà, donc, mais vous n'aurez rien. C'est donc comme ça, opposer des Camerounais à des Camerounais, dire oui, le Cameroun, c'est tel autre, maintenant les boules contre les Nangais beaucoup, et tout, et tout, et tout. On n'est pas dedans. Et c'est pour ça que je veux aussi attirer l'attention de certains éléments de la brigade anti-Sardinat, qui parfois eux-mêmes aussi, ou des sympathisants qui ont le langage qui tend à celui xénophobe, à celui tribaliste d'autres. Non, il ne faut pas utiliser ça. Si vous faites ça, vous allez tomber dans le jeu. Maurice Kamto avait déjà dit que ceux qui utilisent le tribalisme, c'est pour ne pas, parce qu'ils sont incapables de justifier 36 années d'échec. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'intellectuels que je respectais, qui disent qu'ils vont en guerre contre les boulous. Si je vois un boulou, je vais tuer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Pourquoi? Vous croyez que tous les boulous sont heureux d'être avec Paul Biya? Vous croyez que tous les boulous sont vraiment avec Paul Biya? Ah non, c'est faux. Vous croyez que tous les bêtis sont avec Paul Biya? Si tous les bêtis étaient avec Paul Biya, que serais-je en train de faire là? Je suis bêtis. Baptiste Nouma n'est pas bêtis. Nzalé n'est pas bêtis. Il y a plein d'autres que je peux citer qui sont du lustre bêtis et qui disent non. Et même dans la famille présidentielle, comme j'ai dit, on colon, elle est boulou. Moi, je peux vous dire, quand je suis arrivé à la prison centrale de Kondengui, l'homme qui m'a sauvé la vie en première position, c'était Ngo. Ngo est boulou, comme Paul Biya. Mais il était en prison. C'est lui qui a choisi quelqu'un pour dire occupe-toi pour que ce garçon sorte d'ici étant vivant. Quand j'ai eu mal à l'oreille, que le pus sortait de mon oreille, c'est lui qui a demandé qu'on aille m'acheter les médicaments alors que la femme qui était médecin à l'infirmerie avait refusé de me soigner en me disant ok, tu vas donc voir ce qui t'a amené ici. Mais Ngo, un boulot, m'avait sauvé la vie.
C'est lui qui avait demandé qu'on s'occupe de ma sécurité. Autrement dit, je ne serais pas là en train de parler. Donc on ne peut pas dire que tous les boulots et tout, non. C'est pas possible. Quand je suis arrivé ici, la première personne qui m'invite, c'était Joël Ngo, chez lui, avec son épouse, une Française. Mais c'est un boulot. Mais il faut voir, quel est le militant qui est actif comme Joël Ngo, qui se bat pour la libération des prisonniers politiques. Il le fait depuis, alors qu'il est bien boulot. Donc, ce n'est pas une affaire de petits, ce n'est pas une affaire que mettons-nous contre des boulots ou ceci et cela. Non! Les boulots ne sont pas nos ennemis. Paul Biya est le problème. Ce n'est pas un problème des tribus. C'est Paul Biya qui est venu avec le tribalisme. Quand vous arrivez à Bolova, quand vous arrivez à San Melima, il y a quel développement là-bas? En vous me cassez des pauvres, et des gens marchent encore pieds nus, avec les chics aux pieds. Et vous allez dire que c'est là, parce qu'ils sont boulus, il faut les tuer, il faut les combattre. Le Cameroun ne peut pas se faire avec une tribu. Le Cameroun ne peut pas se faire uniquement avec des Bamileke. Le Cameroun ne peut pas se faire uniquement avec les Boulous. Le Cameroun ne peut pas se faire uniquement avec des anglophones. Le Cameroun ne peut pas se faire uniquement avec des Aoussa. Le Cameroun ne peut pas se faire uniquement avec les Bakweri, les Maka, ou encore les Douala, ou les Bassa d'un côté. Le Cameroun est hétéroclite et en même temps c'est ça qui fait sa force. Le Cameroun peut se faire et ne doit se faire qu'avec toutes les ethnies, toutes les tribus, sans exception. L'exception, la seule dent qui pourrit notre bouche, s'appelle Paul Biya. Ce ne sont pas ses collaborateurs. Mais il y a un programme africain qui dit le poisson commence à pourrir par la tête. Tout le temps, c'était le ministre qui a volé. C'était le directeur qui n'est pas compétent. C'était l'autre qui n'est pas ceci. Mais attendez, c'était l'autre qui est faux. Mais on était avec les mêmes Camerounais. Soyez Dieu. On avait des sociétés. On se développait. On était respectés. On n'était pas des voleurs. On n'était pas à cet état primitif où nous sommes déjà. Nous sommes replongés au Néandertal. Et vous voulez accuser? Non, ce sont les... Oh non, il est mal conseillé. Oh vraiment, comme il est vieux, c'est sa femme qui dirige. Oh, ce sont ses enfants. Oh ma chère, vous croyez que Biya, même ses enfants, ils s'en foutent. Biya avait passé plus d'un an et demi sans saluer son propre fils. Oui, Franck Biya. Il ne l'avait pas salué. Il ne voulait même pas entendre parler de lui. Juste parce qu'on lui avait dit qu'il aurait mal entretenu une maison et tout. Et il ne le salue pas. Mais il prend son ministre, il le jette en prison, il ne connaît même plus ton nom. Il prend son frère, il te jette en prison, il ne te connaît même plus. Mais quelqu'un qu'on a mis au pouvoir, Aïe l'a pris, il n'était rien. Ce type ne pouvait jamais devenir même chef de canton, même pas l'adjoint du chef du village. Déjà moribond qu'il était, avec sa voix fuyette comme celle de la sauterelle, quelqu'un qui était nonchalant, d'une timidité maladive. Et comment Biya aurait pu devenir président si Anidjo ne l'avait pas pris comme ça, pistonné? Que toi, va là-bas, comment on t'appelle à l'école, mademoiselle? Allez, place-toi devant moi. Et maintenant, c'est lui qui fait ça à l'envers. Et il s'en fout, il n'a pas de sentiment. Il a fait ça à Anidjo. Aïe, te donne le pouvoir. Regardez, même la dépouille de Jonas Sandimi, qui était ce qu'on peut dire, qui a conduit la rébellion armée en Angola. L'État a décidé, 18 ans après, de remettre la dépouille à ses enfants. De l'enterrer avec dignité. Voilà Amadou Ahidjo, président de la République du Cameroun, premier président qui a donné le pouvoir à Paul Biya, qui n'avait que 29 ans, qui n'avait fait que 3e année d'université. C'est-à-dire que moi je suis comme mon fils. Parce que parfois les gens me disent que non, Paul Biya est tellement instruit, il était le
c'est-à-dire le lycée de Yaoundé. Bien n'a jamais été meilleur. Quelqu'un qui a le CPE à l'âge de 14 ans, vous dites qu'il était meilleur avec quoi? Donc il y a des Camerounais, il y a des professeurs agrégés, et il y a des activistes, et il y a ceci et cela, qui sont capables de faire quelque chose. Je vous ai dit, voilà Ousmane Sonko, qui est là, au niveau du Sénégal, qui est en train de secouer Macky Sall. C'était juste quelqu'un qui faisait des alertes sur les réseaux sociaux. Oui, il faisait juste les alertes sur les réseaux sociaux. Il était un petit fonctionnaire, il a été victime d'une injustice, il s'est lancé aujourd'hui parce qu'il a fait des preuves, il a couru un certain nombre de risques. Aujourd'hui, il peut devenir président du Sénégal. Il a bataillé. Biya n'a jamais bataillé. De la même façon que cette espèce de politicard et de politiciens que vous avez actuellement, que vous avez dans de très belles vestes croisées cintrées, qui sont aptes à être dans des concours de mannequinat et non dans des concours de la présidentielle. Que vous avez là, qui ne savent pas se salir, qui ne savent pas marcher, qui ne peuvent pas dire un mot déplacé contre le régime, qui ne peuvent pas revendiquer et qui sont très contents d'être appréciés par le régime. Ce ne sont pas des opposants. C'est le message qui était le plus important. Je ne suis pas là pour dire tel. Mais une révolution, l'opposition ne s'accommode pas avec la trahison. L'opposition ne s'accommode pas avec les facilités, des anses de la vie. L'opposition est une lutte, comme celle de Mandela. L'opposition est une lutte. Même Alpha Condé a fait la prison. L'opposition est une lutte, comme celle des suprécistes qui sont morts au combat. L'opposition est une défense des droits de l'homme, de la vérité, de l'équité, de l'honnêteté, de la moralité, de la probité. Et non profiter derrière les poches des autres tels des épiphytes, des endoparasites, des ectoparasites, qui en fait n'ont que des pieds de champignons. Oui, ceux qui se battent pour la liberté, ceux qui se battent pour libérer le Cameroun, ceux qui sont appelés les sans-papiers, sont plus valeureux que ceux qui sont dans des vestes 1, 2, 3, 4 boutons bien cintrés, qui sirotent le champagne, qui sont escortés par les armées, qui sont dans des églises pour prêcher la bonne parole de Dieu, alors qu'ils sont incapables d'accepter la crucifixion comme Jésus-Christ. Ils se disent pasteurs, ils veulent le pouvoir, mais incapables de pouvoir aller pour dire, me voici, crucifiez-moi. Les sauveurs acceptent d'être crucifiés. Les sauveurs acceptent de se salir. Les sauveurs acceptent d'être humiliés. Les sauveurs acceptent d'être piétinés. Les sauveurs acceptent d'être emprisonnés. Et je vous annonce la marche encore de la brigade anti-Sardinard avec le CDD, toutes les organisations de la diaspora. Il y aura une marche à Paris samedi ce prochain. Pas ce samedi. Samedi ce prochain. La lutte continue. Les revendications continuent. La liberté ne s'arrêtera jamais là. Même s'il faut que les gens tombent sur le terrain du combat, ils vont tomber avec beaucoup d'honneur. Ceux qui vont tomber dans les beaux hôtels de New York, du Hilton ou de toutes les belles villes, avec de belles cravates et de beaux costumes, sur de beaux plateaux télévisés, ne seront jamais des héros. Ils ne seront jamais Oumniobert. Ils ne seront jamais Félix Moumier. Ils ne seront jamais Ernest Wandier. Ils ne seront jamais même Martin-Paul Samba, qui est mort en 1914. Il n'avait que 39 ans. Ils ne seront jamais comme Rudolf Mangabel,
qui a accepté de se faire tuer alors qu'il n'avait même pas encore 40 ans. Il était loin de là. Mais au moins, ils reconnaissent une chose et le peuple reconnaîtra cela. Ils sont des vrais héros qui auront toujours une place au paradis dans nos cœurs. Et rappelez-vous ce que j'ai toujours dit. La seule place d'un homme véritablement libre est parfois en prison, disait Joseph Proudhon. Je vous remercie pour cette attention.